podcast de celles et ceux qui ont une histoire de vie à raconter, qu'ils l'aient déjà écrite, qu'ils aient envie de l'écrire ou qu'ils en rêvent secrètement. Trait d'Union fait le lien entre les histoires de vie parfois difficiles, le passé et un futur où ces histoires changent notre vie et celle des autres. Trait d'Union est fait pour partager, inspirer, transmettre et enseigner, car je crois que nos histoires de vie sont toutes sacrées et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Laurent Bertin. Avec Laurent, on s'est croisés une première fois en 2012, lorsqu'il était formateur à l'Arche à Paris et moi stagiaire. Puis on s'est perdu de vue. Ce sont les articles qu'il publie régulièrement sur son blog qui m'ont rapproché de lui ces dernières années. Des articles qui témoignent de son expertise et de sa grande connaissance du fonctionnement et des mécanismes humains. Il est par ailleurs passionné d'éducation canine. Pour moi, les mots qu'il caractérise sont expertise, générosité, authenticité. J'aime son côté cash, sa vision de la souffrance et sa spiritualité très ancrée. Je pense pouvoir dire qu'il m'a ramené sur Terre à certains moments de ma vie. Merci Laurent. Dans ce podcast, nous abordons l'importance de l'écriture dans sa vie et en général. Il propose des formations en ligne, notamment experts du changement, destinées aux thérapeutes. Mais je pense que toute personne désireuse de mieux se connaître et se comprendre devrait la suivre. Je vous laisse avec Laurent. Belle écoute à toutes et à tous. Laurent, salut. Salut, ça va? Ouais, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir pour ce petit moment ensemble là, sur mon podcast, donc Trait d'Union, donc, qui est destiné aux gens qui ont déjà écrit leur histoire, un bouquin, ou aux gens qui ont envie d'écrire et qui en tout cas écrivent. Toi, c'est ton cas depuis très longtemps. Alors, on se connaît depuis un petit moment. On s'est croisés la première fois en 2012. C'était dans une autre vie pour toi et pour moi. Toi, tu étais formateur à l'Arche à l'époque. Moi, j'étais en train de me former. Ensuite, on s'est un peu perdu de vue. Moi, j'étais en Calédonie à l'époque encore. Toi, tu as fait plein d'autres choses et on s'est retrouvés, en fait. Je pense qu'on s'est retrouvés, quand j'y réfléchissais, on s'est retrouvés vraiment à cause de l'écriture. Parce que moi, à chaque fois, tes écrits, tes articles, tu as un blog qui est super fourni avec des dizaines d'articles qui m'ont toujours vachement inspiré, qui m'ont toujours vachement, enfin des articles percutants, qui témoignent vraiment de ton expertise, de ta grande connaissance du fonctionnement humain, de ses mécanismes. Et je crois que c'est ce qui vraiment voilà, a refait ce lien et qui a fait aussi qu'on s'est revus ensuite cette année lors d'une formation, d'un stage de 3 jours à Paris, Odyssée, qui était vraiment un super stage, en tout cas pour moi. Donc voilà un petit peu, donc ça s'est posé. Puis maintenant, est-ce que tu peux, toi, peut-être aussi un peu te présenter, puis nous dire bah voilà, qui t'es, ou d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. Je me remets des... Ça m'a touché, merci. Moi, je suis donc Laurent Bertin. Moi, je viens de l'informatique à la base, je suis ingénieur réseau, j'étais directeur informatique dans une banque française. Et un jour, on a eu marre, on a perdu un bébé avec ma femme. Je passe le détail. Et ça a déclenché un tsunami positif, on va dire, dans la famille. Ma femme a changé de boulot, moi aussi. Moi, j'ai découvert l'hypnose en 2001. J'étais un des premiers élèves de l'art. Je connaissais Kevin depuis longtemps, etc. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je plaque tout. J'en ai marre de faire des tableaux Excel et de faire des réunionites toute la journée. Donc, j'ai tout plaqué. Et j'ai découvert l'hypnose, l'accompagnement. Je ne suis pas fan de l'hypnose. Moi, j'aime bien comprendre. C'est comment les choses fonctionnent. Et donc, tout de suite, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui changent et qu'il y en a qui ne changent pas? J'aime lire aussi, donc je lis beaucoup. Je suis très autodidacte, au sens j'apprends plus vite tout seul. Souvent, je m'ennuie un peu en formation, c'est un peu lent à mon goût. Mm. Et donc, je vais assez vite. J'aime beaucoup lire. Et j'aimais pas trop écrire à la base, Mm. tu vois. Il y avait de l'écriture beaucoup dans mon métier, parce qu'il faut écrire les dossiers, des rapports, Mm. machin, des trucs comme ça. Donc, c'est très structuré, très mécanique, il y a des codes et tout. Mais au départ, je me suis dit, bah tiens, parce que moi, j'aime bien aussi, je m'intéresse à comment apprendre, comment progresser assez vite, etc. Et la meilleure méthode pour ça, c'est d'écrire. Donc, parce que souvent, on garde ces choses dans la tête et on pose sur papier sa pensée. Et la meilleure au-dessus, c'est d'écrire pour les autres. Et donc, d'enseigner et de transmettre ce qu'on croit savoir ou ce qu'on a appris.
Donc, je me suis dit au départ, tiens, je vais faire un blog qui me servira de bibliothèque de ce que j'apprends, de ce qui m'intéresse, tout en le partageant aux autres, qui me permettra au passage de me faire connaître, développer une utilité, parce que moi j'ai toujours voulu transmettre, être formateur, etc. Mm. Et en fait, j'ai vachement pris goût à l'écriture. Alors au début, c'était assez technique sur l'hypnose, les outils d'hypnose, Mhm. la pratique. Puis au fur et à mesure du développement de mon expertise sur justement l'humain, comment il fonctionne, comment les structures. Moi, j'aime beaucoup le scénario, le cinéma, la construction de personnages, parce que dans comment on construit un livre, un film, des personnages, Mhm. on retrouve des mécanismes qu'on retrouve en thérapie, en accompagnement, dans la connaissance de soi. Donc j'ai tout de suite fait du lien. J'aime aussi le marketing et la communication. Et pareil, pour toucher quelqu'un, lui donner envie de venir nous voir, voilà, faut bien connaître l'humain, les mécanismes. On peut l'exploiter d'une façon débile avec un marketing à deux balles, mais on peut Mhm. aussi toucher les gens, créer du lien. Et donc les trois ensemble m'ont m'ont donné goût à l'écriture, à la prise de notes, au journaling personnel. Moi, j'écris tous les jours. Je Ouais. ne publie pas tout ce que j'écris. Mhm. Quand ça va pas, j'écris. Voilà. Je parle à mon émotion. Donc, il y a plein d'outils thérapeutiques que j'ai réappliqués au travers de l'écriture et que je trouve souvent plus percutants que des fois d'aller voir quelqu'un. Mais pour ça, il faut bien se connaître, il faut être honnête, il faut savoir lâcher le flow. Donc, il y a tout un truc qu'on retrouve euh, dans l'écriture de livres ou d'autres choses. Tout s'interconnecte. Mm. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture. En plus, Super c'est un processus intéressant. Tu, qui est tu, lent, tu tu, vois. tu dis écriture, lecture. Je suis aussi un lecteur. On dit souvent que les écrivains sont avant tout des lecteurs, aussi des gros lecteurs. Est-ce qu'il y a des écrivains ou des personnes que tu suis qui t'ont inspiré, qui t'ont à quelque part donné envie aussi d'écrire? Moi, je sais que par exemple, je pense que tes articles, certains de tes articles en tout cas, m'ont vraiment donné cette impulsion. À un moment donné, m'ont montré à quel point l'écriture pouvait être puissante et pouvait vraiment, tu vois, aller comme ça dans les couches profondes, pouvait aller chercher des trucs super intéressants dans les couches profondes justement de qui on est, de notre psyché, notre façon de fonctionner. Moi, à la base, pardon, ce que j'aime, c'est l'héroïque fantasy et la science-fiction. Ok. D'accord. Bon, je suis pas un littéraire. Ouais. Après, il y a des Romain Gary, des auteurs comme ça Mhm. que j'ai beaucoup aimé, j'ai tout lu. Mais- et en y repensant, je me dis, tiens, des gens comme Romain Gary, à l'époque, ils parlent d'humain. Toi. Ils parlent de. C'est ça, ça va toucher le viscéral chez les gens. Donc, je fais du lien là, en live sur le Mhm. fait que j'aimais cet auteur-là. Ah. D'autres, dont j'ai oublié Alexandre Jardin, qui parle du couple, Mhm. des relations affectives, des sujets que j'aborde tous les jours, tu vois. Donc, Mhm. moi, je dis toujours, allez puiser dans votre passé, dans vos centres d'intérêt, vous trouverez votre passion, ce qui vous Mhm. fait kiffer, ce qui vous fait vibrer. Et donc, plutôt Heroic Fantasy, moi, mon rêve, ça a été d'écrire des bouquins comme Tolkien ou Isaac Asimov, Fondation, de créer des mondes. Ça me fascine. Je me dis, mec, le temps qui passe là-dedans, c'est l'histoire de toute une vie, tu vois. Ouais. Euh, et donc j'ai dérivé de là. Après, c'est plus dans la technique. Je suis plutôt non-fiction en ce moment, donc plutôt ce qui va toucher l'humain, la psychologie, la communication, le marketing. J'aime beaucoup aussi les biographies des gens, parce qu'on apprend Ouais. beaucoup de choses sur leur façon de penser, la philosophie de vie, leur résilience, etc. Et donc c'est plus cet ensemble-là, mais j'ai pas des auteurs après plus développement perso. Il y a des auteurs américains, Mark Ouais. Manson, ce genre de personnes. J'ai beaucoup lu son blog, Qu'est- bien son qu'est- style un peu franc. Qu'est-ce que tu as aimé justement dans Mark Manson? Je sais que voilà, tu le cites souvent et donc moi j'ai lu aussi son bouquin qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Dans ce bouquin-là, qu'est-ce qui t'a plu? La qualité déjà sur son blog, c'est la Ouais, qualité du contenu. C'est ouais. c'est toujours assez chiadé, c'est Mhm. référencé. Les articles sont assez longs. Ouais, c'est pas Salut, tu veux te sentir bien aujourd'hui, voilà trois techniques pour. Toi, Ouais. c'est très. Et en même temps, le ton qui est assez cash, assez direct, parfois un peu grossier, c'est son style. Quand Mhm. on arrive sur sa page d'accueil, on a compris qu'il y a le mot fuck tout de suite. Donc, Mhm. mais voilà, cette énergie, je me dis, ce gars-là, il ose être lui-même, il dit ce qu'il pense, et en même temps, c'est intelligent. Euh, Il y a des auteurs comme Ryan Holiday aussi qui sont plus dans
Tu connais pas Ryan Holiday? Non. Un des grands promoteurs, comment ça s'appelle, de cette philosophie. Putain, j'ai un trou de mémoire, j'en parle tous les jours. De Sénèque et compagnie, là, le stoïcisme. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Mm. Et qui est aussi dans le marketing, la communication, l'écriture, qui a écrit beaucoup de bouquins. La Mm. plupart de ces bouquins valent vraiment le coup d'être lus. Ok. Euh, Si tu t'intéresses à l'écriture, il faut absolument lire Perennial Seller de Ryan Holiday. Ok. En gros, c'est un livre qui t'explique comment écrire des livres qui durent toute la vie, qui traversent le temps et l'espace. Et pourquoi ça marche. Bon, c'est vraiment passionnant. C'est Donc, c'est- c'est quoi pour toi et un livre qui traverse le temps, les époques et qui dure la vie, qui dure c'est qu'il toute la parle de vie? choses universelles et Mm. pas forcément de choses contextuelles. Là, par exemple, tu as des bouquins sur les phénomènes de société d'aujourd'hui qui Mhm. seront probablement plus vrais dans 15 ans, tu vois, parce que Exactement. la société aura Mm. évolué. Et quand tu Mm. parles d'amour, de relations affectives, de philosophie de vie, du deuil, de trucs qui ont touché l'humain depuis qu'il existe et qui le toucheront tout le reste de leur vie, forcément, ça dure dans le temps. Le Typiquement, connais-toi toi-même de Socrate, effectivement, il est voilà, on est sur une base typiquement, qui ouais. un livre comme celui de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, tu peux le lire dans 20 ans, ce sera toujours vrai. C'est vrai. J'ai vraiment fait un lien justement entre lui et toi. Pour moi, quand je repense à, je devais te qualifier en trois mots, c'est vraiment ça, c'est expertise, générosité et authenticité. Je sais pas si c'est des mots qui percutent pour toi aussi et comment tu les reçois. Bah, c'est mes valeurs fortes. Donc, Ouais, je suis content que ça se sente. Parce ouais. que moi, je, je défends l'expertise, l'intelligence au sens de la réflexion, euh, le- l'esprit critique, mais dans le bon sens du terme. Euh, D'ailleurs, ma newsletter, elle parle de ça, c'est remettre de la réflexion à long terme dans un monde qui prône l'immédiateté. Tu vois. Et donc, c'est vraiment de prendre le temps d'évoluer, de se connaître, d'apprendre. Dans un monde où aujourd'hui, on est très TikTok, Instagram, ça va très vite, donc les gens consomment de l'information, mais ne prennent pas le temps de réfléchir dessus ou de la mettre en application. Et pour ça, à mon avis, le meilleur moyen, c'est l'écriture. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, concrètement, l'écriture pour toi, donc, personnellement et aussi dans tes relations personnelles, dans ton boulot? Qu'est-ce que ça t'apporte? Euh, Ça a changé ma vie, l'écriture. Donc, un, au niveau personnel, Mhm. parce que le fait de transmettre des choses aux autres, pour pouvoir transmettre quelque chose, des émotions, une idée, un point de vue, en l'écrivant, il faut quelque Mhm. part le bosser sur soi. Donc déjà en faire l'expérience en premier. Donc c'est vraiment ce processus moi, qui m'intéresse. Et puis ça permet aussi de mettre, comme je dis, c'est un processus qui est lent, l'écriture, et c'est ça que je cherche. La plupart des gens essaient d'écrire vite. À mon Oui. avis, c'est une erreur. Je pense qu'il faut prendre le temps parce que même Toi, si on tape très vite au clavier, moi tu je tape assez retravailles tes vite. textes, hein. Tu retravailles tous tes textes à chaque fois, hein. Tu le Ouais, dis parfois toujours. 10 fois. Ouais. Ma philosophie, c'est vite, mal, faux. T'écris vite, en mode flow, vite, mal, faux, c'est pas grave. On prend le temps de relire, de réécrire, de travailler la structure, le storytelling, le message, etc. Mais ouais, ça change ma vie. Un, parce que ça m'a fait connaître. Mm. Deux, parce que ça développe mon expertise sur des sujets. Les gens me disent, ah, tu maîtrises bien le sujet. Oui, peut-être parce que ça fait 15 ans que j'écris dessus. Tu vois. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça aide. Et puis, sur le niveau personnel, quand ça va pas trop, quand je manque de motivation, quand j'ai des problèmes dans mon boulot, dans ma vie, j'écris dessus. Parce que j'ai aussi cette philosophie de si quelque chose ne va pas dans ma vie, je commence par moi. Et donc, j'explore d'abord en moi ce qui se joue. Et ça, c'est pas forcément les écrits que je publie. Il y en a quelques-uns que j'ai publiés comme ça. Mhm. C'est souvent ceux qui marchent le mieux. Mais et voilà, je pense que tout le monde devrait écrire tous les jours. Est-ce que tu as des rituels, des habitudes et comment devient l'inspiration? Je sais que parfois tu dis euh, voilà, que c'est en voyant un post ou tu as souvent quelqu'un en tête et tu vas dire bah, je vais écrire pour cette personne-là spécifiquement. Comment ça devient? Est-ce que c'est quelque chose d'assez structuré ou vraiment euh, Pas du tout. tu laisses pas du tout? Alors, ça dépend. Donc, Ouais.
Des fois, je vais discuter avec quelqu'un, un ami, un pote, un stagiaire. Je suis en formation, on me pose une question, je réponds. Oui, tiens, c'est pas con ce que je viens de dire. Mm. Euh, Parce que je lâche souvent le flow. Et donc, des fois, en parlant, je me dis, tiens, c'est pas con ce que Mm. je viens de dire là. Donc, je le note dans un coin. Tu le notes, ouais. Mm. Je me dis, ouais, à mon avis, l'écriture passe, la fondation passe par la prise de notes. Donc, je le note Mhm. dans un coin. Je note Mm. l'intention, l'idée générale. Et donc, j'ai tout un endroit de prise de notes avec des idées brouillons. Puis, des Ouais. fois, quand je dois écrire une newsletter, un article, je passe dedans. Je me dis, tiens, je vais prendre celle-là. Des fois, mais c'est passé un truc dans la semaine, dans ma vie. Quand j'écris il y a 15 jours. Donc là, l'inspiration, c'est souvent les articles qui sortent le plus vite, parce que Mm. ça, On est dans ça en la un quart d'heure, situation. pardon, on Mm. est dans le flow et tout. Mm. Des fois, c'est un ami, un machin comme ça. Et des fois, j'ai pas plus d'inspiration que ça, mais comme je regarde pas mal de vidéos, de documentaires, je suis abonné à beaucoup de chaînes YouTube, il y en a qui me plaisent, je note dans un coin les grands principes qui me parlent, les idées. Je vois un article qui parle d'un thème, je dis tiens, ce thème-là, il me plaît bien, et je le remets à ma sauce avec mon point de vue dessus. Et ça, c'est plus difficile parce que des fois, je suis d'accord à 100% avec ce qui est écrit, donc je Mm. pourrais écrire la même chose. Ouais. Mais je me dis comment toucher les gens, parce que souvent, les articles que je lis, ils sont pas très émotionnels. Ils sont intéressants. Alors, Mm. moi, intéressant, ça m'intéresse pas. Mm. Ce que je veux, c'est que T'as ça envie de touche. rajouter la... Ouais. Et donc je le réécris soit au jeu, soit au tu. Il y a des articles que j'ai écrits au féminin, tu vois, alors que ça part d'une idée toute simple. Donc ça dépend du feeling. Mais souvent, je pars de mon état émotionnel du moment. Bon. Là, typiquement, je prépare une newsletter pour demain. Je vais parler des singes. Ouais. Rien à voir avec le schmilblick et avec ce que je fais. Mais il y a les bonobos qui sont les singes les plus proches de l'être humain. Il y a une différence notable entre les deux, c'est que l'humain enseigne, donc permet aux autres d'apprendre, alors que les singes, non. Ils sont super intelligents, ils font des trucs, des fois des énigmes et des casse-têtes que moi, je n'aurais pas réussi. Tu vois, Mm. donc, ah, putain, ils sont pas cons. Mais cette nuance, elle est dans la transmission et l'apprentissage, qui est la marque de fabrique de l'humain. On est la seule espèce à le faire. Et donc ce documentaire m'a marqué. Tu vois, à chaque fois, je me Ouais. dis, tiens, parce que c'est pas juste intéressant, je me dis, Mm. qu'est-ce qu'il y a dans ce que je regarde qui pourrait intéresser d'autres personnes ou qui me font me dire, bah, ça, c'est pas con, ça, c'est intéressant. Et donc, comment mettre ça dans une newsletter qui va encourager les gens à transmettre, à enseigner et à apprendre, plutôt que d'écrire des contenus pourris Mm. qui servent à rien. Parce que j'aide souvent les gens à écrire des contenus sur Internet, etc. Et la plupart, c'est plat. Tu vois, soit tu n'apprends rien, soit c'est je coupe une citation, machin. Super. Mais il n'y a pas cette touche de transmission. De transmission et puis de ce que j'entends aussi, c'est cette complexité à chaque fois, quoi. Le Ouais. fait d'aller vraiment se mettre dans des positions différentes. Tu me dis, parfois j'écris, je suis une femme, etc. Donc tu te mets dans des positions différentes pour pouvoir rentrer vraiment dans la complexité du truc et pouvoir à quelque part analyser la situation sur des points de vue vraiment différents. Oui. Ouais, après, c'est parce que c'est mon énergie. Moi, j'aime le Mm, complexe, j'aime mm, pousser les sujets assez loin. Avec mm, des potes formateurs, des fois, on discute pendant 3 heures, on coupe des cheveux en quatre sur des détails. Mais mm, moi, j'aime ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et donc, dans l'écriture, il faut aussi aller dans son énergie. Il y a des gens qui ont mm, plus un style humoristique. Il y en mm. a qui. Tu vois. Mais Exactement. c'est pour ça que j'aime pas trop les réseaux sociaux. Moi, tu me verras jamais sur Insta faire un réel de 30 secondes. C'est trop court. Tu vois. Et c'est aussi pour ça que dans mes stages, je laisse toujours 2 heures d'espace dans une journée parce que je sais que je vais dériver en fonction des questions, on va me brancher sur un sujet, ça, Ça va et je vais partir. partir dessus pour prendre le temps de le détailler, de l'explorer à fond. Donc Mm, c'est dans mon énergie et dans mon trait de caractère. mm. C'est- Je voyais passer un truc l'autre jour sur les réseaux et ça va être l'objet d'une newsletter qui disait aujourd'hui plus personne ne lit, tout le monde écrit. Alors c'était dit de façon très ironique. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, compagnie, YouTube, les gens lisent moins. Même moi, hein, je lis Mm, moins. Après, les gens écrivent, mais ouais, ils écrivent. Le contenu, tu les vois passer, c'est un peu. Hein. Ça, c'est pas.
Je sais pas trop ce que ça veut dire cette phrase que tout le monde n'écrit pas. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, etc. Mais la Mhm. plupart des vidéos qu'on regarde qui sont bien shadées, à la base, c'est une écriture, un Mhm. script. C'est- Il y a un vrai travail d'écriture de fond chez ceux qui réussissent bien. Donc, il y en a quand même beaucoup. Si tu ne regardes que les gens qui cartonnent et qui réussissent, qui sont connus, qui ont une autorité, tu les questionnes, c'est que des gens qui lisent, qui écoutent des choses intéressantes, des podcasts et des vidéos YouTube où ils apprennent des choses, où ça les fait réfléchir et qui réécrivent derrière. Quasiment tous. Voilà. Il n'y a pas d'inspiration, elle ne vient pas de nulle part. Et le problème qu'a beaucoup de gens en écriture, c'est qu'ils essayent de réinventer la roue, l'eau chaude, comme tu veux. Et c'est cette idée qu'il faudrait être créatif et faire quelque chose de nouveau. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Je crois que Picasso disait un bon Mhm. artiste, c'est un voleur qui ne s'est pas fait prendre. Mhm. Euh, et donc, c'est plus cette idée-là de mettre sa couleur Mhm. dans. Moi, j'avais écrit un article, je disais les idées d'aujourd'hui sont juste des idées d'il y a 2000 ans. Et je reprenais toutes les citations et la philosophie de Sénèque, Mhm. justement. Et en fait, tout ce que tu trouves aujourd'hui dans le développement personnel, l'évolution personnelle, ça existe depuis 2000 ans. Donc, on a juste remis à sa sauce, fait du marketing par-dessus. Mhm. Évidemment, il y a des évolutions, hein, neurosciences, compagnie. Mais sur le fond, pour être heureux, la philosophie de vie, tout a déjà été dit depuis des millions d'années. Donc, si tu viens en cherchant à écrire quelque chose de nouveau, complètement, ça ne marchera pas. Et ce que tu veux, tu regardes un film d'action, c'est toujours la même histoire. Mhm. C'est quel L'idée, angle est pris, comment c'est raconté, comment c'est commencer à joué. raconter et de mettre finalement ta patte unique. C'est dans Ouais, c'est ça. la richesse, elle est dans la diversité de nos personnages, nos personnalités, et de pouvoir trouver à quelque part, ouais, de pouvoir. Ok. Mettre ses tripes dedans pour faire du lien un peu avec ce que toi tu fais, Mm. l'écriture de son histoire, etc. Je n'ai pas retrouvé la source, mais il y a un auteur qui disait, si tu n'écris pas avec le sang de tes veines ouvertes, écris pas. En gros, tu vois, tu t'ouvres tes blessures, tes machins, et t'écris avec ton sang, avec tes tripes, Mm. avec les choses que tu n'oserais pas dire. Euh, Moi, des fois, il y a des articles que j'ai publiés. Quand je les ai postés, je me disais, je ne devrais pas poster ça. Mm. Tu vois. Moi, je repense à un article, je te l'ai dit il y a quelques jours. Tu l'as republié, qui s'appelle Le son du silence. On le mettrait en commentaire là, qui était, je pense que pour moi, ça a été aussi, bon, il y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'à un moment donné, je suis passée à l'action pour écrire mon propre livre, mais je pense que cet article-là, la profondeur de cet article-là m'avait Mm, vraiment donné le coup de pied complémentaire aussi pour à un moment donné te dire, bon, bah voilà, on peut écrire aussi à quelque part avec effectivement à partir de, bon, je dis souvent d'où on écrit, mais d'où on écrit, c'est d'où on écrit à l'intérieur. On peut écrire à partir du merveilleux, à partir d'un endroit de gratitude, mais aussi à partir des failles, à partir donc c'est super intéressant de se dire, je pense qu'on peut tout se permettre dans l'écriture, et puis plus on se permet et plus on est vrai dans ce qu'on va, plus à quelque part, bah, l'autre le ressent aussi. mm. C'est T'inspire? marrant que tu dis ça parce que cet article, il était pensé pour Mm, des personnes qui n'osent pas parler de leur histoire, mm, qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Parce que même le silence, quand on sait l'écouter, il fait un sacré boucan. En exactement. plus, qui n'est pas toujours agréable. Mm, Et d'aller chercher ça, justement, ça enlève ce bruit interne qu'on a pris l'habitude de ne plus entendre. C'est un peu comme certains acouphènes. Ils sont là, mais tu les entends plus. bah ouais, Et mm, alors que quand tu tends l'oreille, ça hurle. mm, Et je pense que ce qui hurle à l'intérieur, ça devrait sortir. mm. Ouais, super. L'écoute aussi, justement, quand tu me dis ce qu'on entend, je trouve que l'écoute est super importante aussi dans l'écoute profonde. Moi, souvent, dans tes lives aussi, tu dis pas grand-chose, et même j'écoutais le live l'autre jour aussi. Tu disais que tu préférais avoir les gens au téléphone parce t'entendais beaucoup de choses en fait au téléphone. Quel est ton rapport justement à l'écoute, et comment tu arrives à déceler, comment tu arrives à analyser, à déceler justement la personne que tu vas avoir en ligne, euh, qu'est-ce qui résonne? Et- Déjà, il y a l'expérience. Je fais ça depuis ouais. longtemps. Mhm. Mais en fait, moi, j'adhère à un adage qui dit parle comme si tu savais tout, écoute comme si tu ne savais rien. Ouais, que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et ils veulent satisfaire tout le monde, blesser personne. Mhm.
Et donc, ils sont tout le temps dans le doute, la remise en question. Donc, je pense qu'il vaut mieux affirmer ses convictions et être OK avec le fait de les changer dans l'article suivant, c'est pas grave. Mhm. Mais d'écouter comme si tu ne savais rien. Et donc, d'être vierge, absent de soi, moi j'appelle ça, Mhm. et d'écouter ses ressentis, ses perceptions, et leur faire confiance. Moi, si je vois quelqu'un, je me dis, tiens, c'est marrant, cette personne, elle résonne sur ma structure, je sais pas, d'abandon, par exemple. Mhm. Si elle résonne dessus, probablement qu'elle est chez l'autre. Et donc, je vais écouter dans les mots, dans ce qu'elle dit. Après, je préfère le téléphone, souvent pour rencontrer les gens, ce qui est paradoxal. Surtout Mhm. que je déteste le téléphone. Euh, Parce que ça coupe le canal visuel et est souvent très limitant pour les gens. Mhm. Ont peur du regard de l'autre, ont peur du jugement. Mhm. Et beaucoup de gens se dévoilent plus au téléphone, quand on leur donne la permission de le faire, évidemment. Ils se Mhm. sentent à l'aise de le faire. Mhm. Et on dit plus de choses au téléphone qu'on le dit en visio ou même en présentiel. Mhm. D'ailleurs, il y a un exercice simple à faire pour les gens qui sont en accompagnement, c'est vous faites des séances dos à dos. Je faisais ça dans un stage. C'est de là que je me suis dit, tiens, mais en fait, l'absence du regard est vachement important. Et c'est pareil dans l'écriture. C'est pour ça que je dis au début, il faut écrire. Stephen King, ou je ne sais plus qui disait ça, c'est le premier draft, il est pour toi, le deuxième draft, il est pour les autres. Mhm. Et donc, on écrit en absence du regard de l'autre. Moi, j'ai écrit je sais pas, un article qui fait 800 mots, par exemple. L'origine fait 1500. Il y a plein de trucs que je vais couper, que je vais enlever, mais ça m'a servi à affiner les idées, améliorer une phrase. Je me dis, tiens, c'est pas mal ce que j'ai mis là, mais ça n'a pas sa place de le déplacer. Tu vois, c'est la Mhm. deuxième phase est pour l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent qu'à la première. Dans les écrits que je vois. Alors, je parle plus d'Internet. Évidemment, quand tu écris un bouquin, souvent il y a les éditions, la réécriture, c'est plus le travail de l'éditeur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de livres auto-publiés euh, qui n'ont pas eu cette phase de relecture, d'édition, de travail sur la structure storytelling, qui est quand même assez Mhm. complexe. Hein. C'est pas un truc que tu Bien apprends en sûr. 2 minutes. Donc, et ça se voit tout de suite. Mhm. Parce que c'est la mode aussi de publier un bouquin. Et moi, c'est un truc qui fait que je n'ai pas encore écrit. C'est que je sens en moi que le livre est encore un levier marketing et pas juste un truc que j'ai envie d'écrire du cœur sans me poser la question est-ce qu'il va être lu, machin, tout ça, bidule. Mhm. Ça, c'est plus mon blog. Euh, et puis, je me suis dit, pour les gens qui peuvent avoir un peu peur, d'ouvrir un blog, même s'il est lu par personne, de faire un plan grossier d'un bouquin ou de son histoire de vie et de l'écrire un peu chaque jour ou 2, 3 fois par semaine. Et dans un an, tu as un bouquin qui est écrit. Super Qui en intéressant. plus Ouais. va développer ton marketing, te faire connaître, parce que les gens Mhm. vont lire ton truc, tu vas voir ce qui marche pas, les idées qui Mhm. résonnent pas. Des fois, il y a des gens qui sont pas cons qui vont commenter, qui vont dire ah, moi je suis pas d'accord avec ça parce que ta. Et tiens, non, je Mhm. n'avais pas pensé. Mhm. Ce qui me permet de sortir de soi et de commencer d'écrire pour soi et en même temps de commencer la phase 2 d'écrire pour les autres. C'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire, mais Non, non, très intéressant, effectivement. C'est ces deux phases qui sont distinctes. Et cette première où, du coup, bah, tu vas chercher de l'information et puis des retours, et puis ce qui te permet de continuer à clarifier aussi ta pensée et puis ton histoire, hein. j'ai écrit un article qui parle de l'importance d'écrire en public et je pense que c'est la clé. C'est d'écrire en public. Déjà, ça libère de pas mal de choses. Ça prépare le terrain à l'écriture de livres. Ça permet de tester des idées. Moi, il y a des articles, je me suis dit, celui-là, il marchera jamais. Et je prends les articles les plus lus, tu vois. Des posts, des fois, tout con sur Facebook. Il y en a qui cartonnent, alors que je ne m'attendais pas particulièrement à ce qui touche. Et il y en a Mm. d'autres, je me dis, ah, celui-là est vachement bien. Ça ne résonne C'est pas clair. des masses. Et donc, ça permet de tester les idées et les gens nous guident probablement vers là où on devrait aller pour écrire, et comment écrire aussi. C'est un vaste sujet, l'écriture. T'as dit quelque chose d'intéressant aussi là, il y a quelques minutes. Tu disais que t'as pas de souci à écrire un article et puis 2 jours après à écrire un article qui démonte ou en tout cas qui va aller explorer le sujet d'une façon différente. Je crois que c'est de cette façon-là un petit peu que t'as vécu aussi ta vie où tu dis assez clairement que parfois ouais, t'es pris par une passion, t'es en train de faire un truc tu développes un truc pendant plusieurs mois et puis à un moment donné, ouf, t'as pas de souci à balayer le truc d'un revers de la main et à passer par autre chose. Est-ce que justement, bah, l'écriture aussi, qu'est-ce qui te permet à un moment donné de faire ces switches assez rapides
passer à autre chose, ou même si on voit bien qu'il y a une espèce de trame derrière. Mais Bah, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir tort, même mhm. si j'adore avoir raison. Ouais. D'accord. Comme moi, j'essaie d'incarner ce que je transmets. J'aime l'expertise et la densité et d'aller explorer les sujets. Mm, Donc souvent, je suis assez solide sur les sujets que j'aborde. Hein, ça va être très difficile de me faire changer d'avis. mm, Mais quand j'ai quelqu'un en face qui est solide aussi et à qui je vais débattre, bon, donc je cherche ça, je cherche l'interaction avec des gens qui ont le niveau d'expertise et de réflexion pour venir discuter et échanger et me dire là, je suis pas d'accord, parce que ta. Et donc, quand on arrive à passer ce filtre qui est le mien, de, j'affirme les choses, ça, je reviens à mon adage, hein, c'est mm, parle comme si tu savais tout, écoute comme si tu savais rien. mm, Je vais beaucoup discuter, échanger, et si la personne, elle arrive à me convaincre, entre guillemets, me faire comprendre que oui, j'ai raté un truc, le lendemain, je peux poster un truc, je me suis trompé parce que ta. Il y a beaucoup de choses, moi, qui m'ont fait bouger. J'affirmais des trucs il y a 5 ans que je trouve complètement débiles aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans mes lives, des trucs comme ça, ils sont toujours en ligne parce que c'est important pour moi que les gens voient aussi que c'est OK de se tromper, qu'on peut évoluer, qu'on apprend, qui vient avec le niveau d'expertise. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. On a probablement tort sur plein de trucs. C'est un peu l'effet Dunning-Kruger dont on a parlé beaucoup pendant la Covid. C'est la courbe comme ça. Au début, tu crois que tu sais tout, puis comme tu commences à explorer les sujets, tu dis, mais en fait, je suis une brêle, je comprends rien. Mais tu reviens à la source plus tard, à la même expression de ce que tu disais au début, mais tu sais pourquoi tu le dis. mm, Enfin, c'est pas très clair. mm, C'est par l'apprentissage, la remise en question et, euh, et le développement d'expertise, moi, je pense qu'on bouge, qu'on mm, évolue et qu'on développe son point de vue. C'est facile d'avoir un avis. Avoir une opinion, ça demande du travail. Je peux te dire, l'hypnose, c'est vachement bien, c'est un avis. mm, Avoir une opinion affirmée sur pourquoi l'hypnose, c'est bien ou pourquoi l'écriture, c'est bien et qu'est-ce que ça apporte, il faut pouvoir être un peu plus solide. ouais. Moi, j'aime bien me forger des opinions. L'expérience derrière, et puis beaucoup de pratique. Et il parlait de Picasso tout à l'heure. Je crois qu'il disait aussi que l'inspiration est naturelle, un truc dans le genre, mais elle doit te trouver au travail, quoi. À un moment Oui. donné, bah, voilà. Moi, je dis, c'est Paul Graham qui disait ça, 80% des idées viennent en écrivant. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je dérive un peu sur un sujet de société, Mm, les gens ne sont pas assez confrontés à la critique. Voilà. Alors là, j'affirme une opinion. mm, Ça commence très tôt à l'école. Maintenant, on a enlevé les dictées, il ne faut pas blesser les gens, etc., mm, etc. Regarde, si tu connais un peu ChatGPT, tu connais, mm. il ne te critique jamais, C'est vrai. sauf si tu lui demandes explicitement. Parce que moi, quand j'écris un truc, je vais le copier-coller en ChatGPT et je lui dis en quoi c'est faux. Voilà. Je vais chercher l'opposé de mon point de vue parce que c'est comme ça que si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, déjà, ça va inspirer, parce que je vais peut-être mettre dans un article, il y en a qui pensent que, mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que Mm, ta. Et donc, ça donne, je vais parler dans la tête des gens qui ne sont pas d'accord, mais je vais expliquer pourquoi je ne le suis pas. Et donc, mm, ça donne de la valeur au contenu. Et puis aussi, des fois, je me dis, ah tiens, c'est pas con, je ne connaissais pas. Et donc, l'article se transforme parce que en allant chercher l'opposition et la critique, euh, je, j'améliore mon point de vue et mon opinion. Et si je ne suis pas d'accord avec l'opposition, bah, c'est pas grave, ça me donne un positionnement mm. et une idée, un point de vue. Je pense que beaucoup d'auteurs n'ont pas assez de points de vue. Il Super intéressant. faut avoir une conviction sur un sujet, un point de vue. Souvent, on dit un livre a une morale, d'accord? Mhm, Un livre ou un film, et l'auteur a un point de vue sur cette morale. Et tout le livre, en gros, se résume en une phrase, qu'est la morale, pas la morale au sens américain du terme morale de l'histoire. Une morale, c'est par exemple l'amour transcende tout. Ok. mhm, Ou l'inverse, non, l'amour ne transcende pas tout. Il y a un point de vue d'auteur dessus, et je pense que si les gens veulent apprendre
à écrire de façon plus percutante, c'est d'apprendre à regarder les films, les séries, d'entraîner Oui. son cerveau au quotidien. Je crois On que se tu dit, étais tiens, un. c'est quoi la morale de cette histoire? C'est quoi quelle peur, quelle chose a dépassé le héros? Et je dis ça souvent parce que souvent les films où on s'ennuie, il n'y a pas d'humain dedans, c'est plat. Les Mm, gens disent souvent, il manque un truc dans ce film, je ne sais pas pourquoi. mm, Et parce qu'il n'y a pas une construction humaine du personnage, il n'y a pas un truc qui a été dépassé auquel on s'identifie. Il n'y a mm, pas un apprentissage, pour le coup, autour d'une morale et d'une conviction forte. Et tous les films qui marquent, ils transmettent une valeur, une idée mm. forte, quoi. Moi, je repense, tu me parles de films, je crois que tu as été, je crois que tu es quelqu'un qui aime bien aussi le cinéma et puis les séries, hein. Mm. Quand je repense à un film, moi, qui m'a toujours vachement touchée, c'est La Cité de la Joie. Et effectivement, je retrouve exactement un vieux film, hein, et puis un peu bon, à l'américaine, mais où je retrouve cette morale et puis des valeurs hyper fortes qui sont vraiment incarnées par les personnages, quoi. Ouais. Moi, je suis plus film de guerre, Ouais. Tu ne tueras point, Soldat Ryan, etc., parce que ça Mm, touche aussi des mm, valeurs personnelles. C'est ces héros qui ne cherchent pas à l'être, mais qui mm, sont incarnés dans leurs valeurs et qui y sont, quel qu'en soit le coup. C'est mm, l'incarnation de valeurs au plus haut niveau, je pense. Dans ne tuera point, de ce côté-là, c'est vraiment fantastique. mm. Il y a toujours des morales très percutantes qui touchent et se mettre à la place des gens dans certains contextes de films de guerre. J'ai regardé Band of Brothers aussi, une série sur le débarquement Ok. des Américains. Et quand tu vois ce que les mecs ont vécu, c'est une histoire vraie parce que c'est Mm, issu de témoignages des gens qui l'ont fait et qui ont survécu. mm, Je ne sais pas si la plupart des gens auraient fait ou supporté le centième de ce que ces gars-là ont supporté. Donc ça dit aussi qu'on a les épaules aussi larges que la souffrance, que le contexte mm, qu'on vit. Il y a plein de trucs autour de la résilience. mm. Ce sont les gens qui écrivent et qui lisent ou qui s'intéressent à ces sujets-là, ça se sent assez vite. Stephen King disait, je crois, si tu veux écrire, il faut lire plus que ce que tu écris. Mm. Un truc comme ça. C'était pas dit comme ça, mais c'était l'idée. Ouais. Je pense que je suis assez d'accord sur ce point de vue. Moi, j'ai effectivement j'ai énormément lu, alors des bouquins assez techniques aussi à certains moments où tu vois, bon, Cyrulnik, qui m'a pas mal accompagné, pas mal éclairé sur la notion de résilience. Mais en fait, quand tu te rends compte, lui, je crois que son bouquin, il a énormément travaillé ouais, de façon diverse et variée sur cette notion-là. Mais en fait, son premier bouquin et son histoire, il l'a écrit, il avait, je crois, quasiment 60 ans, hein, où Mm. véritablement il commence à partager de façon personnelle. Pendant toutes les années précédentes, il a cherché à comprendre, à mettre du sens. Ensuite, le fait de pouvoir écrire son histoire ou faire un livre de son histoire, c'est encore quelque chose de plus touchy parfois qui peut demander un peu plus de temps, quoi. Ouais. Bah, moi, c'est un sujet qui me concerne, mais parce que je pense que quand on écrit son histoire, c'est des choses que tu dois aborder dans ton accompagnement. Il y a des Mm, enjeux systémiques, mm, familiaux, bien sûr. qui sont délicats. Et soit, peut-être que je me trompe, mais soit on les écrit assez jeunes, donc pas encore eu le temps de fonder une famille, d'avoir ses propres enfants, Mm, mm. et on construit son identité et on se libère avant. Mais Oui. souvent, les gens écrivent tard parce que le couple, soit il est séparé, soit il est suffisamment solide pour tenir une histoire, ou la Mm, famille, les parents sont plus vieux, etc. mm, Et les enfants sont plus grands. Parce que, mm, bon, bah, je vois, mes parents, ils lisent ma newsletter, mes enfants, ils sont sur mon Facebook. mm, Donc, ça reste. mm, Il y a des trucs que j'écris, c'est mon père qui me répond. Tu vois. mm. Donc, J'entends. Tout à fait, ouais. Mon, mon désir d'écriture, moi, il était aussi, c'était aussi un désir de transmission, justement. Moi, j'ai écrit à mon fils à 18 ans et bon, on a échangé justement sur des sujets qui étaient un peu compliqués. Et puis, c'était aussi une façon, tu vois, d'élargir vraiment, d'élargir le truc et puis de pouvoir partager à ce niveau-là. Euh, Tout à l'heure, tu disais aussi, je ne sais plus ce que tu disais exactement, mais quel est ton point de vue? Est-ce que tu penses que la connaissance de l'humain, justement, elle devrait être, et comment elle pourrait l'être, elle devrait être renseignée à l'école? Un vaste sujet, mais comment? Parce que
moi, je repense par exemple à certains de tes articles, tu vois, je les ai lus, on les commente, on les lit et on les commente en famille. Je veux dire, moi, mon Ah bon. fils, il connaît. Ah ouais, clairement. Parce que je trouve qu'il y a, voilà, il y a vraiment matière à élargir, à aller creuser. Et je pense que ce serait vraiment bah, quelque chose de juste essentiel de pouvoir partir du réel, d'histoire ou d'articles et puis d'aller creuser comme ça. Et comment tu vois ça? Comment est-ce que tu penses que ce serait possible de pouvoir aujourd'hui aussi, voilà, les nouveaux outils, etc. Est-ce que tu penses que tout ça va évoluer encore dans les années qui viennent? Donc cette connaissance de l'humain, Non, je suis un non? peu, je sais plus comment on dit, pas sceptique, mais Ouais, pas très optimiste, tu ouais, vois, ok. sur l'évolution Ouais, je de vois. la société. Je pense que l'enseigner tôt serait trop tôt. Euh, il y a beaucoup de gens qui regardent, on va l'enseigner tôt à l'école et tout ça. Bon, les gamins de 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils comprennent rien. Bien Bon, sûr. c'est Mm. des sujets qui sont trop complexes. C'est Mm. comme les parents qui parlent de spiritualité à leurs gamins. À mon avis, ça les bousille Mm. trop tôt. Mm. Là, tous ceux qui croient aux anges, machin, vie Mm. antérieure. Ça fait des gamins compliqués à l'adolescence, parfois même avec des crises suicidaires, parce qu'ils ont appris que mourir, c'était pas grave. Tu vois. Mm. Bon, bref, je pense que c'est Simple. tôt et ça enlève l'expérience de la souffrance. Moi, je pense que la connaissance de soi, elle est bien un peu plus tard. Mm. Probablement même après l'adolescence. Si on devait l'enseigner, je pense qu'on devrait l'enseigner post-bac. Tu vois. Ça me parle. Où tu as vécu, où va, après 16 ans, tu vois, tu Ouais, as ouais. passé un peu Mm. l'adolescence un peu concon idiote, Mm. où tu fais aussi des expériences de vie qui sont pas toutes agréables. Mm. Mais je pense que c'est plus cette démarche de la responsabilisation, de la résilience qui s'apprend en traversant la souffrance. Alors, c'est pas forcément d'être trop lourd quand je Ouais, dis ouais, bien souffrance, sûr. mais des difficultés. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, je trouve que dans l'éducation, on est trop sur les enfants, on veut trop leur éviter la souffrance. On n'est pas assez OK avec le fait que ça fait partie des expériences, que c'est là qu'on construit ses valeurs, que c'est là qu'on peut apprendre la résilience à Mm. traverser tout ça. Moi, c'est un truc que j'essaye de faire beaucoup, de laisser les enfants faire l'expérience du difficile ou du compliqué, et justement de leur apprendre, OK, c'est arrivé, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Mm. Bon, mes gamins, il y en a qui lisent mes trucs, mais je me passe pas la journée à leur apprendre des trucs, Mm. connaissance de soi, machin, parce que je pense que c'est t'es ado, t'es jeune, t'es enfant, vis ta vie d'ado, de jeune et d'enfant. Mm. Évidemment, t'apprends un minimum à tes gamins à éviter de sortir toute seule le soir, tard Mm. dans la rue, dans le 93, tu vois, mais, Mm. ou dans la Marseille-Nord. Mais et à se défendre, à affirmer ses opinions. On est plus ça sur des structures, des philosophies, d'oser être qui on est, d'affirmer ce qu'on pense, de ne pas se laisser faire, machin. Et Mm. la connaissance de soi, l'évolution personnelle, je pense que ça devrait arriver. Si ça Ok. devait arriver, ça devrait arriver un peu plus tard. Ok, ok. J'avais un philosophe que j'aime bien, alors j'aime bien son énergie, c'est Charles Pépin. Tu connais, tu vois qui Mm, c'est. Et il disait dans une interview récemment qu'il avait démarré donc, bah, des études de philo et puis en même temps une analyse assez tôt. Enfin, je crois qu'il avait 22, 23 ans. Et puis par contre, effectivement, ça l'avait aidé jusqu'au moment où il s'est dit non, bah, stop, ça c'est terminé. Alors je sais que toi, tu dis souvent que on devrait travailler sur soi, ça devrait être la dernière chose, la dernière des choses à faire. Qu'est-ce qui devient quand... Travailler sur soi devrait être un dernier recours, je dis. Hmm. Ouais, je dis plus ça parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont chercher. Moi, je travaille avec des thérapeutes. Donc, ils ont le biais d'aller d'abord chercher dans leurs émotions. Mon Dieu, j'ose pas, je suis timide, j'ai peur, je suis pas à l'aise avec l'écriture. Première question qui part, c'est est-ce que tu as appris? Hmm. Bah non, bah, tu peux pas être à l'aise avec un truc que tu n'as pas appris. Et donc, d'abord, on développe des compétences. Mais les compétences, la connaissance de soi, la résilience, pour moi, c'est des compétences, c'est des choses qui s'apprennent. Hmm. Et donc qui s'apprête soit par l'expérience et comment on apprend à la gérer par une systémie familiale qui est suffisamment solide pour l'apprendre, mais ça s'apprend. Et donc il y a beaucoup de gens, ils vont chercher chez le thérapeute, dans l'accompagnement, où ils s'enferment dans les émotions et ils attendent qu'elles partent comme par magie, alors que dans 90% des cas, développer des compétences passerait. T'as peur de parler en public? Ouais. T'as appris?
as fait l'expérience de parler en public, tu as peut-être commencé par 5 personnes, 10, 15, avant d'aller sur scène devant 300 personnes. Mm. Non, bah, c'est normal que tu sois pas à l'aise. Mm. Tu vois. Et donc, oui, on peut être aidé quand c'est des gros blocages, des Mm. traumas, il y a des histoires de vie compliquées, Mm. etc. Mais attention au piège de s'enfermer que là-dedans. C'est comme les gens ils disent, ah là là, l'écriture, c'est pas naturel chez moi. Je me suis pas mis un jour à écrire des articles. Ça, c'est à force de faire. Mm. J'ai pas envie de dire de travail, c'est à force de faire et d'expérimenter. De faire l'expérience, ouais. Ouais. T'en parles dans ta conférence aussi qui est en ligne, où je trouvais hyper touchante aussi parce que quelque part, c'est faire l'expérience et aussi faire l'expérience de sa vulnérabilité à quelque part. Mm. Accepter aussi à un moment donné, justement, de faire tomber les masques et puis de se montrer à quelque part tout simplement dans sa vulnérabilité. Oui. Comment il résonne ce mot à toi, pour toi? Je sais pas. Mm. Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un effort Mm. de montrer ma vulnérabilité ou quoi. Si c'est là, moi, dans la conférence, je suis sur scène, j'ai les larmes qui Mm. montent, alors que je l'ai révisé, Mm. entraîné, etc. Mm. Bon, bah, c'est là, on fait avec, c'est pas Mm. grave. Je veux C'est pas ça. mourir. En Mm. fait, je pense que les gens, j'ai écrit un article là-dessus, se donnent trop d'importance. Et donc, tu postes un article demain, ou même tu écris un bouquin. Et qu'est-ce que les gens vont penser? J'enlève les considérations, on a évoqué tout à l'heure, de système familial, le Oui. sujet complexe. Si tu écris sur un inceste, bon, il y a des enjeux. Ok. Mais si tu écris un article où tu veux commencer à écrire sur ton blog, lâcher tes idées, écrire en public, les gens se disent, ah là, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens s'en foutent. Moi, je me couche pas le soir en disant, oh là là, je suis pas d'accord avec l'article de Sylvie, mon Dieu. Hein, bon, bah, je m'en fous. On Même fout. quand je lis un bouquin. Hein, je lis un bouquin, je l'aime pas. Bon, peut-être que le mec, il a écrit vite, qu'il a plein de raisons. C'est pas grave. Les gens s'en foutent, en fait. Et donc, on se donne un peu trop d'importance sur ce que Mm. les gens pensent. Pour s'inquiéter du regard de l'autre, il faut se donner un peu d'importance. À mon Mm. avis, un peu trop. Donc, du De ce coup, côté, effectivement, rien à foutre. la vulnérabilité, c'est presque pas un sujet, du coup. Non, c'est pas une intention. C'est pas une En intention, ouais. fait. Tu vois, Mm. il n'y a Mm. pas de but, parce que souvent on Mm. dit oui, c'est l'authenticité qui marche. Donc les gens se mettent dans un but d'authenticité, mais Mm. au moment où tu dis mon but c'est d'être authentique, tu l'es plus, Mm. parce que c'est devenu un objectif, c'est pas un état d'être. Et donc, il n'y a pas de sujet. Si j'écris un truc et que dans le flow, ça me fait penser à un truc personnel que j'écris, je raconte mon histoire, bah, c'est que c'était dans le flow. Des fois, j'écris des articles qui sont très techniques, il n'y a pas une once d'émotion dedans, parce que je transmets une compétence à ce moment-là et pas un message émotionnel. Donc ça dépend de. Des fois, je pars avec une intention et l'article se transforme en évolution personnelle. Et des fois, je pars avec une intention d'évolution personnelle du thème, du sujet. En fait, ça se déroule plus en cours technique parce que c'est venu. Il y a pas de but Mm. autre que de le faire pour moi à la base. Donc, Ok, j'entends. et Si, l'authenticité, pardon, c'est un sujet mm. complexe parce que ça veut dire quoi être authentique? Mm. C'est ça que je dis, la Mm. densité du sujet. Il dit, ah, je suis authentique. C'est pas parce que tu es franc que tu es authentique, c'est pas la même chose. Mm. Authentique, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est l'aboutissement d'une quête spirituelle de toute une vie, Mm. l'authenticité. Parce qu'il faut avoir enlevé toutes les couches. Mm. Si je te dis un truc aujourd'hui, si je dis, je sais pas moi, tu rencontres quelqu'un, tu dis, elle, je l'aime, coup de foudre. C'est quoi? C'est une vérité, c'est de l'authenticité. Ça vient d'où? Et quand tu te poses ces questions-là, tu te rends compte que c'est un sujet qui est très très complexe. Mm. C'est comme les gens disent, moi je dis tout ce que je pense, je suis franc. T'es franc ou t'es con? Ah, ça dépend. Vrai sujet compliqué. Je pense qu'il ne faut pas mettre de but. Il faut le faire pour soi et laisser le flow sortir. Mm. Il y a un bouquin d'un auteur avec un nom hyper compliqué qui s'appelle Flow, justement. Justement, de laisser de s'enlever du paramètre quand on écrit. Mm. Et de se remettre dedans et remettre les autres dans les phases de réécriture. Écrire, c'est réécrire. Et donc, je Écrire, pense c'est que réécrire, ouais. je pense que c'est ça l'idée. Et écrire son histoire, parfois, c'est se la réapproprier à quelque part et puis Ouais. effectivement la comprendre différemment. Écrire son histoire, c'est très difficile parce qu'on peut l'écrire pour soi, que ça parle à personne. Mm. Mais si derrière on a des convictions, on a envie de passer un message, il faut faire cette phase de réécriture, à mon avis, qui va parler aussi aux autres.
peut-être passer un message de société, un message Mm. philosophique, un message touchant, peu importe. Cette morale dont je parlais tout à l'heure, Ouais. et qui peut restructurer complètement le bouquin. Et la première phase d'écriture pour soi, elle est déjà hyper thérapeutique. Je, pense je pense que tout le monde devrait le faire. Moi, c'est des exercices que je donne d'écrire son histoire, pas en bouquin, mais déjà Mm. d'écrire son histoire. Commencer tout simplement, tu écris sur une page A4 toute ton histoire, tu la mets dans le chat GPT, tu dis quelles sont les leçons de vie de cette histoire. Mm. Les réponses sont souvent vachement intéressantes. Mm. Ok, ok. Bah, en thérapie aussi, hein, souvent on commence, ou en coaching, on bosse sur une ligne de vie qui permet vraiment de voir un petit peu à quel moment, avec les ups, les downs, et à quel moment il y a eu des revirements de situation, ce qu'on a appris. Donc c'est vraiment, ouais, prendre ce temps d'écoute, de revenir sur le passé pour aller, non pas seulement sortir les apprentissages, hein, souvent, mais aller comprendre ça. Parce que souvent aussi, voilà, qu'est-ce que tu as appris? Ben, il y a des moments où effectivement, c'est assez simpliste parfois de parler que d'apprentissage, mais de voir la complexité du truc, quoi. Voir chaque Mm. situation, des facettes vraiment différentes. Le problème de l'écriture, c'est Mm, que des fois, en une phrase, tu résumes 50 vies, mm, ou 3 semaines, ou 3 mois. Tu vois, très vite, mm, ça passe. Et c'est pour ça que je dis, moi, l'écriture, c'est un processus qui est lent. Et en hypnose, en thérapie, justement, c'est mettre la pause sur le film qui s'est déroulé en une fraction de seconde. Et mm, souvent, dans l'écriture, on écrit des phrases qui, l'air de rien, résument tout un pan de vie où on a souffert, où ça a été long et difficile. mm, Je sais pas, tu accompagnes quelqu'un en fin de vie. Tu dis, bah, j'ai accompagné ma mère en fin de vie pendant 6 mois. Ces 6 mois-là, ils sont vachement importants. mm, C'est là qu'on touche les gens. C'est qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu t'es dit, comment tu as dormi la nuit, qu'est-ce mm, que tu as ressenti, quelles sont les peurs qui étaient là. Et quand on met cette pause-là sur les émotions et les enjeux qui sont, bah, ça devient un sujet presque de livre entier. mm, Je sais plus pourquoi je disais ça, mais tu as dit un truc qui m'a fait penser à ça, mm. d'aller mettre cette pause sur des phases qui sont probablement cachées dans le silence d'une phrase. Et ce mot simplicité aussi qui revient souvent. Et puis, bah, quand tu parles d'écriture, tu parles souvent de ces coupes qu'il faut faire pour revenir vraiment à l'essence, à l'essentiel, au mot juste. Comment tu bosses, toi, sur comment est-ce que tu vas choisir le mot juste, ou est-ce que tu vas le ressentir, tu relis tes textes, tu relis à voix haute pour comment, quand tu écris un article, comment. Ah, ça, il y a ce que moi je fais, puis il y a les Ouais. styles des gens. Déjà, moi, je milite contre l'écriture scolaire qu'on nous a appris à l'école, avec Mm. les adverbes, les machins. Je t'avais recommandé, je crois. On Mm. avait parlé du livre de Stephen King qui est Ouais. sur l'écriture. Déjà, il y a des bonnes bases. Mm. Je suis plus l'écriture moderne, un peu plus directe sur le ton parlé, que tu pourrais mettre dans un article, mais qui ne serait pas forcément adapté à un bouquin, même si ça peut, ça dépend de Mm. l'énergie qu'on veut passer. Euh, ouais, déjà, la plupart des gens, commencer par les articles, c'est pas mal, ou des petites pages, mais tu coupes le début et la fin, tu te rends compte que ça n'a rien changé. Parce qu'en fait, le début, c'est une chauffe, souvent, et la fin, c'est une conclusion souvent maladroite. Et donc, les débuts et les fins, déjà, il reste l'essence de l'article, ça c'est un très très bon exercice à faire. Ok. Et ensuite, moi, je me dis, chaque phrase doit faire avancer l'histoire. Alors, sur un livre, on dit souvent chaque paragraphe doit faire avancer Mhm. l'histoire, ou chaque chapitre, ça doit être une scène qui fait progresser l'histoire. Mm. C'est fini les temps des livres qui font 600 pages où il y a 150 pages de description. De Tout le monde s'en description, fout. ouais. Mm. On en avait parlé il n'y a pas longtemps. Ah ouais. C'est dire, par exemple, dire j'arrive devant chez moi, devant mon immeuble, il fait beau et l'immeuble il est gris, et puis je vois une maman aux cheveux blonds. Tout le monde s'en fout, au final. Et je trouve que ça enlève cette part d'imagination des gens. Tu dis, on va dire juste, j'arrive devant chez moi et je vois une maman en panique avec son fils. C'est plus. Les gens vont s'imaginer eux-mêmes ce que Ah. c'est qu'une maman avec son fils et en Mm. panique. Et donc, ça fait avancer un peu plus vite l'histoire. Ça permet la liberté d'imaginer avec ses Mm. propres ressentis, ses propres mots. Et c'est pour ça que des fois, les gens vont dire, c'est marrant, quand tu as écrit ça, j'ai pensé à ça. Mais si on avait mis trop de descriptions. Mm. Et ça, c'est l'hypnose qui m'a aidé. C'est Bah quand oui, tu es c'est trop ça. descriptif, Mm. dans l'expérience que tu veux transmettre, les gens se perdent. Parce que tu peux dire, et là, ferme les yeux et maintenant, tu vois une forêt et tu marches Mm. dans la forêt. Euh, Bah non, non.
C'est-à-dire, Entre choisis eux, un c'est la mer. lieu agréable pour toi et où tu marches et tu peux ressentir le sol sous tes pieds. Ben, ça suffit. Toi, si tu... Moi, je suis dans Mm, ma tête, je suis dans la forêt, mais toi, tu es dans la mer, hein, sur la plage, ça mm, marche. Et donc, dans les livres, c'est la même chose. mm, Donc, d'apprendre à couper un peu tout ça et de parler de façon un peu plus directe, en forme active, d'éviter les adverbes, etc. Donc, c'est toute mm. une phase de réécriture qui est plus technique à cet endroit-là. Quand on regarde le travail des éditeurs, des fois sur un paragraphe comme ça, ils coupent tout, il reste une phrase. Mm. Et, et donc, c'est plus de savoir tuer ses bébés, je crois, je ne sais plus quel auteur disait ça. Parce que des fois, on écrit un paragraphe, on dit, tiens, ce qui nous parle, oui, mais il est chiant à lire. Et donc, C'est c'est intéressant, ça me fait penser à Amélie Nothomb qui a publié, je crois, son 33e roman, mais en fait, elle en a écrit 110, hein. Mm. Donc, elle parle de ça aussi, à un moment donné, oui, voilà, bah, il y en a certains qui prennent, qui naissent et puis d'autres pas, et puis et c'est très bien comme ça, quoi. Bah, ça, c'est un truc qui me fascine. Moi, je travaille avec Bernard Werber. Il est Mm, capable d'écrire 400 pages et de les brûler si ça ne lui parle pas. mm, Lui, c'est le vite mal faux au niveau du roman. mm, Après, on n'aime pas on aime le personnage, enfin, mm. l'écriture, le style, bon, ça, c'est pas un sujet. Ouais, Mais ouais. la façon de bosser, c'est Façon de vraiment. bosser, ouais. Moi, je l'ai vu faire sur son ordi, c'est inspirant. Passionnant. Mm, Côté, rien à foutre, j'écris comme ça vient et après, je complète. mm, Et il fait relire aux gens, il se confronte aux critiques. Il m'a mm. fait relire, je sais plus lequel c'était, Boîte de Pandore, je crois. Ouais. Et, tout début, je dis ce personnage, il est con, on comprend rien. Pourquoi il est là, pourquoi il fait ça, ça n'a Mm, aucun sens en termes humains. Et donc, il avait retravaillé le personnage. Donc, c'est ce qu'il attendait, hein. C'est pour ça que je mm, lui ai répondu comme ça. Puis ça, il est plat, tu vois. Et donc, on a retravaillé un peu ce passage-là. Et puis, il y a plein de points de vue différents qui lui permettent justement d'aller chercher c'est en allant chercher la confrontation et la mm, critique, on améliore le truc. C'est pour ça, c'est le boulot des éditeurs. C'est pour ça que des mm, fois, c'est un peu dur. Mais il faut quand même réussir à être intransigeant sur certaines choses. mm. Ouais, c'est fascinant, l'écriture. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Déjà 1 heure, le temps passe vite. Ouais, ça Euh, fait 1 heure déjà. Bah ouais. Euh, alors du coup, je vais te poser la question que tu posais, que tu poses toi aussi sur tes podcasts, parce que tu en as fait un certain nombre également. Euh, Si tu avais un message, voilà, où imagine effectivement que tu es un bouquin, ton bouquin, qui sorte à un moment donné, et qui est, tu vois, dans les stations de métro le soir, dans les stations de métro, t'as des grands panneaux là avec de la pub pour les bouquins. Il y a ta couverture et puis il y a un message à côté de ta couverture. Un message que tu as envie de transmettre à tous ces gens qui sont bah, dans la lumière artificielle des tunnels de métro. Qu'est-ce qu'il y aurait qu'est-ce qu'il y aurait sur ce message? Bon, je choisirais ma devise phare, qui est rien n'est grave, tout est important, et qui mérite quelques explications. Ouais, Mais je pense que je la laisserai comme ça. ok. Rien n'est grave, tout est important. Ouais, ça résume tout ce que j'aime dire en fait dans Ok. ce podcast. En gros, c'est pas grave. Face à la mort et les trucs, bon, c'est pas grave, mais c'est important. Mm, Donc j'y prête attention. Tu vois, si mon gamin ramène un 2 en maths, mm, c'est pas grave. Je préfère si je compare, c'est très stoïcien hein, comme philosophie. Chaque fois qu'il se passe un truc, je me dis, oui, mais s'il meurt demain, est-ce que c'est grave? Non. Donc c'est pas grave. Ok? Donc c'est jamais grave. mm, Mais c'est important. Qu'est-ce qui fait que tu as une mauvaise note, que machin, comment pouvoir améliorer? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas compris? Est-ce que c'est parce que c'était trop dur? Est-ce que tout le monde n'a rien compris? Et donc d'aller explorer suffisamment le sujet pour comprendre, éviter de reproduire la même erreur si c'est le cas, ou mm. apprendre quelque chose, ou rien à foutre parce qu'en fait c'est juste, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Et je pense que moi c'est une philosophie qui me guide. Je me dis c'est pas grave, c'est important, je prête attention. Important. Super Laurent, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et merci d'avoir accepté bah, l'invitation. Et puis, écoute, de toute façon, on continue à se suivre et puis on continue à échanger. Donc, bah écoute, à très bientôt et merci encore. Eh ben, merci à toi et merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao.